Salut, c'est Okedax et donc aujourd'hui on va parler de comment acheter une maison en Angleterre ou plus largement au Royaume-Uni. Merci à Célia de m'avoir donné l'idée pour cette vidéo et n'hésitez pas à faire comme elle si vous avez des idées de vidéos que vous pensez que je pourrais faire pour vous. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et à m'envoyer un message et à me demander là, il n'y a pas de problème, j'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Donc nous, on a acheté une maison il y a 2 ans, donc je vais vous partager un petit peu mon expérience et puis aussi plus largement les étapes en fait par lesquelles passer pour acheter une maison. En tout cas, de manière générale, c'est beaucoup plus simple, je trouve, tout ce qui est administratif en Angleterre, donc plutôt qu'en France. tout s'est fait très rapidement pour nous, en tout cas en 3 mois on avait les clés de la maison. Et juste pour préciser, nous on avait trouvé notre maison en fait sur une offre Facebook Black Friday. Donc c'était vraiment, enfin on est tombé dessus par hasard et elle venait juste de, enfin il y avait une offre spéciale parce qu'ils avaient vraiment besoin de vendre rapidement. Cette maison qui était à la base pas dans nos prix en fait est devenue dans nos prix et donc c'était parfait. Donc super, vous avez décidé, vous voulez devenir propriétaire, vous voulez acheter une maison. D'abord, je suppose que vous êtes posé la question, combien vous pouvez vous permettre de rembourser par mois? Donc quel est votre budget de prêt? Donc en général, je crois qu'en France on dit faut que ce soit moins de 1/3 de votre revenu, de vos revenus. Et puis aussi il faut que vous ayez un petit peu d'argent de côté pour payer le deposit, l'apport en fait pour la maison. Donc c'est en général entre 5% et 10% de la valeur totale de la maison. Plus d'apport vous avez, le mieux c'est, moins d'intérêt et vous avez plus de possibilités d'avoir un prêt facilement en fait. Très important en Angleterre qu'on n'a pas du tout en France, ou en tout cas c'est pas fait de la même manière, c'est le credit score. Faut vraiment avoir en amont anticipé en fait l'achat de la maison et avoir un super credit score. Donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo. En gros, si vous avez faut pas avoir de dettes, etc. ou toutes les dettes en tout cas elles sont répertoriées dans ce score. Vous pouvez le checker sur Clear Score. C'est une manière de mesurer par personne votre solvabilité, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez vous rendre compte comme nous que vous aviez pas payé une fine, parking ticket, et que du coup ça a impacté votre credit score et du coup c'est chiant. Et tout simplement pour l'améliorer, il faut avoir pris des crédits et les avoir remboursés, pour faire simple. Donc ça c'est en amont. Voilà, maintenant vous voulez y aller, ça y est, vous avez votre budget. Vous allez sur Rightmove ou sur Zoopla. Donc la différence, il y a très peu de différence entre les deux. J'ai tendance à préférer Rightmove, mais en fait aussi sur Zoopla, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir aussi le montant auquel chaque propriété a été vendue pour la dernière fois, où tout l'historique en fait de vente est répertorié. Tout ce qui a été vendu dans les 10-15 dernières années, en fait, c'est répertorié dessus. Donc ça peut être assez intéressant de voir la maison en elle-même que vous regardez, ou aussi les maisons à côté. Et aussi, ce que vous pouvez vérifier, avoir en plus sur Zoopla, c'est vous pouvez faire une recherche spéciale, comme les Mews, ces espèces de quartiers résidentiels familiales un peu plus isolés, plus sympa. Mais donc beaucoup plus cher. Mais donc dans Zoopla, vous pouvez faire la recherche directement par mot en fait, alors que dans Rightmove c'est que en choisissant des filtres. Et donc sur Rightmove, quand vous regardez la description, ce que je peux vous recommander de regarder c'est l'EPC, donc la performance énergétique de la maison, et que si elle est dans le vert, vous savez que ça va pas être une maison très chère à maintenir au niveau des charges, électricité, etc. Vous avez aussi à chaque fois un mortgage calculator, donc vous pouvez mettre, donc vous avez la valeur de la maison, après vous pouvez mettre l'apport que vous pouvez mettre, le deposit, et après ça vous calcule par mois combien ça vous ferait en fait à rembourser, plus ou moins, ça vous donne une idée, c'est quand même pas mal. Moi je sais que je regarde toujours aussi l'exposition du jardin parce que en Angleterre forcément le soleil il est pas là tout le temps, donc donc si vous avez un jardin qui est au nord par exemple, vous avez moins de chances que votre jardin soit agréable et ensoleillé. Et aussi s'il y a assez d'espace entre les maisons derrière votre jardin pour avoir de la luminosité quoi, tout simplement. Ce que nous regardait aussi beaucoup dans les descriptions, c'est si c'est open plan ou pas. Donc c'est à dire parce que dans les maisons anglaises c'est
quasiment toujours la même configuration. Donc vous avez le living room et le dining room. Et souvent ils sont coupés en fait, pour faire 2 pièces, alors que nous on préférait avoir une seule pièce et avoir plus de luminosité, comme ça vous avez la lumière du front et la lumière du back. Faut regarder aussi s'il y a un parking ou pas, si vous devez vous... Parce que souvent en fait les maisons elles donnent sur la rue et il n'y a pas de place de parking attitrée et pas toujours un garage, donc faut se garer sur la rue quoi, dans la rue. Et donc selon le type de rue, bah, c'est plus ou moins safe. Et ce que vous pouvez regarder aussi, c'est depuis combien de temps la maison est sur le marché. Donc plus elle est longtemps sur le marché, et plus vous avez des possibilités de négocier le prix. Et par exemple, si ça fait 1 an qu'elle est sur le marché, vous avez peut-être possibilité de réduire vraiment considérablement le prix, genre même 20% quoi. Donc des fois ça vaut le coup de tenter. Et puis bien regarder aussi si c'est freehold ou leasehold. Donc freehold, ça veut dire que c'est votre maison, votre terrain, tout est à vous. Leasehold, ça veut dire que c'est votre terrain jusqu'à une certaine date. Donc ça veut dire qu'il faudra repayer à un moment, peut-être qu'il reste 20 ans dessus, et puis dans 20 ans il faudra repayer quelque chose pour que ce terrain vous appartienne toujours. Et aussi souvent il y a des maisons qui sont shared ownership. Donc ça veut dire que vous seriez propriétaire mais que d'une partie de la maison en fait. Donc c'est pas, je suppose que c'est pas ce que vous voulez, à moins que vous vouliez seulement investir. Et si vous voulez y habiter, il vous faut toute la maison quoi. Maintenant vous allez visiter les maisons. Dans les questions à poser, moi ce que je m'étais fait toute une liste et je vous recommande pour pas oublier parce qu'on a tendance à oublier sur le moment. Dans les questions que je recommande, c'est pourquoi est-ce que le propriétaire vend. Donc ça peut si par exemple ils vous disent que c'est parce qu'ils ont juste une mutation de travail, qu'il a besoin de vendre vite ou quoi. Vous savez que vous allez peut-être pouvoir négocier un petit peu mieux le prix parce qu'ils veulent vendre rapidement. Il faut aussi demander ce qui est inclus dans la vente. Donc par exemple nous dans la vente il y avait quelques petites, un petit peu de mobilier qui était dehors par exemple, qui était inclus. Par exemple dans la cuisine aussi, s'assurer que, surtout si elle est encore habitée en fait la maison, s'assurer que la gazinière par exemple, ils vont pas l'emmener avec eux quand ils vont déménager ou quoi, ce genre de choses. Pendant la visite aussi, regardez un petit peu au niveau moisissure, au niveau finition, niveau la toiture aussi, la maintenance du jardin, à quel point ça va être compliqué ou pas. S'il y a les Japanese knotweed, donc c'est une plante très 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 envahissante qui est vraiment apparemment horrible. S'il y a des craques dans le mur bien sûr. Enfin vraiment un petit peu tout. Les fenêtres. Moi j'ai vraiment pas que j'ai un problème avec les fenêtres, mais j'ai vraiment remarqué que les maisons anglaises sont pas toujours très bien isolées, et surtout au niveau des fenêtres on peut vraiment sentir le vent qui passe quoi. Et c'est déjà compliqué à chauffer, donc en plus le système de chauffage aussi, si c'est un chauffe-eau, si c'est un combi boiler ou je sais pas quoi, donc se renseigner, puis à quel âge a le système de chauffage pour un petit peu anticiper s'il va falloir le changer ou quoi. Pareil pour l'électricité, vérifier un petit peu l'état, parce que forcément si vous devez refaire toute l'électricité, ça va pas être le même prix au final quoi. Moi je regardais aussi pas mal le voisinage, j'essayais un petit peu de regarder, s'imaginer le truc. Et je sais pas si c'est seulement des personnes âgées ou si c'est seulement des personnes justement très jeunes, donc ils vont faire peut-être beaucoup plus de bruit. Ça dépend de ce qu'on recherche en fait, tout simplement un voisinage qui nous convient quoi. Nous je sais que par exemple notre voisin d'à côté, on avait demandé, c'était quelqu'un qu'il voyait jamais, et puis par exemple il entretient pas génialement sa maison en lui-même, donc ça peut avoir des répercussions sur notre maison. Par exemple son jardin était envahi de ronces et du coup ça venait abîmer nos de jardin. Voilà, donc ça c'est la partie visite, et une fois que vous avez une maison que vous aimez vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions, parce qu'en général vous allez voir que la personne qui vous fait visiter la maison, elle y connaît rien. Elle sait même pas où se trouve, elle a peut-être même elle-même jamais visité cette maison en particulier, donc préparez toutes vos questions qui vous seront envoyées à l'agence, et l'agence demandera au propriétaire et après il vous répondra. Et essayez de refaire une visite une fois que vous avez une maison qui vraiment vous plaît.
et refaire une visite à une horaire différente. Donc par rapport pour le soleil, ou si plutôt si vous avez visité un jour et il pleuvait pas, bah visitez-le un jour et il pleut pour voir la luminosité à l'intérieur de la maison, etc. Si les bruits, tout, enfin pour avoir vraiment un feeling de comment ça va être. Et puis essayer de revisiter la maison à un moment où le propriétaire est là. Comme ça vous pouvez poser des questions un petit peu plus poussées si vous avez envie. Et puis voir un petit peu comment ils sont au niveau négociation, tout ça. Et donc une fois que vous avez fait cette deuxième visite, si ça vous plaît toujours aussi, parce qu'il faut jamais acheter la première fois qu'on voit un truc, hein. On sait, faut prendre le temps, faut laisser le temps de réfléchir, donc on y retourne, une deuxième visite. Et là vous pouvez proposer votre offre. Et c'est possible que pour poser une offre, on vous demande aussi une preuve comme quoi vous avez la possibilité d'avoir un prêt pour une maison de cette valeur en fait. Donc c'est possible que vous ayez d'abord à aller voir soit un mortgage advisor, donc quelqu'un pour vous aider, donc mortgage c'est le prêt immobilier, une personne dédiée à vous trouver la meilleure offre de prêt. Ou alors directement avec un conseiller chez votre banque qui va vous dire combien ils peuvent vous prêter. Et donc vous avez un papier comme quoi vous pouvez emprunter cette somme. Et donc le real estate, l'agence immobilière, pourra accepter votre offre selon ça. Ensuite, une fois que l'offre est acceptée une première fois, avant d'aller plus loin, pour que l'emprunt soit confirmé, il va y avoir une évaluation qui va être faite par un professionnel, une évaluation de la maison pour être sûr que la valeur du bien va couvrir en cas de non-remboursement de votre emprunt. Donc c'est pour les couvrir eux en fait. Ils vont vérifier donc l'état de la maison, l'état général, donc vous allez avoir quelques informations déjà par là au niveau de la toiture, etc. Mais pour être vraiment sûr, c'est recommandé de faire un property survey avec une compagnie privée. Et donc là, elle va vraiment, enfin vous avez plusieurs types de packages selon combien vous voulez mettre dedans et à quel point vous voulez être sûr que la maison soit un bon achat. Donc ça peut aller de 300 à 500 livres, mais ça peut être vraiment bien de le faire pour anticiper les futurs frais qu'il peut y avoir sur la maison. Donc au niveau de la toiture, moisissure, les murs, les fondations, l'électricité, la structure en elle-même, la plomberie, le chauffage, les fenêtres, les portes, le grenier, les escaliers, les arbres qui peuvent y avoir autour du bâtiment. Et il recommande que vous soyez présent pendant l'inspection de la personne pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous avez envie, que vous voyez si vous vérifiez qu'il vérifie bien tout lui. Si vous voyez qu'il va y avoir trop de frais, trop de travaux et que vous n'avez pas les moyens après pour gérer tout ça, vous pouvez arrêter la procédure de vente ici et puis chercher une autre maison. Ou alors vous pouvez aussi faire venir un expert en particulier, si c'est la toiture par exemple, vraiment faire un devis sur combien ça va coûter, etc. Ou alors vous pouvez continuer votre vente tranquillement, votre achat. Ensuite, donc c'est la partie, donc là ça y est, vous êtes content avec le rapport, il n'y a pas de travaux à faire, non je rigole, ça c'est quasiment impossible, à moins que ce soit une maison neuve. Et encore, apparemment les maisons neuves, il y a des endroits où elles ont été mal faites en fait, mal construites, et les structures carrément, les maisons tombent sur elles-mêmes quoi, donc faut faire attention aussi même avec les nouvelles maisons. Ensuite, vous pouvez retourner voir votre mortgage advisor et vérifier exactement avec quelle banque vous allez pouvoir faire l'emprunt et tout ça. Et après, vous allez voir le solicitor. Donc ça, c'est l'avocat en fait. Hein, tout ce qui va faire, tous les papiers légaux vont être faits par le solicitor. Et c'est lui qui va faire l'intermédiaire entre vous et le vendeur. Ensuite, vous finalisez la vente, vous finalisez du coup l'emprunt. Le solicitor, il reçoit les documents du vendeur. Ensuite, vous avez rendez-vous avec le solicitor pour vous expliquer donc toutes les informations complémentaires que vous devez connaître par rapport à la maison, donc les risques d'inondation par exemple, ce genre de choses. Nous par exemple, il y a un endroit en fait qui est commun, donc c'est-à-dire que si jamais il y a un dégât des eaux dans le quartier, ben c'est chez nous qu'ils vont devoir venir
dans les tuyauteries, machin, Donc ensuite, l'emprunt est confirmé. Vous êtes obligé de souscrire à une assurance pour la maison pour finaliser l'achat. Ensuite, vous signez le contrat avec le solicitor et vous pouvez donc à ce moment-là décider d'une date à laquelle vous allez pouvoir emménager, avoir les clés. Vous envoyez le deposit, donc l'apport de la maison, au solicitor et c'est le solicitor qui l'envoie au vendeur avec les contrats. Et là, une fois que c'est bien reçu, etc., vous êtes devenez propriétaire. Puis ensuite, c'est l'agence immobilière qui vous donnera les clés en fait. Et voilà. Ce sont toutes les étapes par lesquelles on est passé et de prendre son temps aussi parce que des biens ça tourne beaucoup, surtout en Angleterre ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de turnover de propriétés. Là en tout cas dans la région les maisons elles restent pas sur le marché beaucoup plus de 6 mois. Et aussi une chose à savoir que j'ai pas mentionné, donc tout dépend aussi de où vous voulez acheter la maison. Dans le nord par exemple, grosso modo, c'est beaucoup moins cher que dans le sud. Là, on regardait vers la côte sud, c'est 3 fois plus cher que ici à Blackpool dans le nord. Donc c'est pas négligeable et pour la même chose. Hein. Voilà, c'est tout pour moi et bon courage dans votre recherche de future maison pour être propriétaire en Angleterre. Merci d'avoir regardé la vidéo et un petit like si vous avez aimé et puis n'hésitez pas à vous abonner. Salut!